Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 16 mars. L'avènement des BRICS marque-t-il la fin de la domination occidentale? Avec nous pour en parler, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Vivre avec Poutine, édité chez Temporis, et Tigran Yegavian, professeur de relations internationales à l'université Schiller. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui, en fin de semaine dernière, les deux frères ennemis de l'islam sunnite et chiite, l'Arabie Saoudite et l'Iran, ont rétabli leurs relations diplomatiques rompues en 2016. Un rétablissement qui ne s'est pas fait tout seul, mais sous l'égide de la Chine, alors que les USA sont depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le principal allié de l'Arabie Saoudite dans la région. Est-ce un camouflet pour Washington? Quelles leçons en tirer dans la région? Est-on en train d'assister à la création d'un bloc composé des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, auquel viendrait s'ajouter l'Arabie Saoudite et l'Iran face à l'Occident? Une telle alliance est-elle crédible et peut-elle changer totalement les cartes géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques du monde? Est-on en train d'assister aux prémices de la fin de 5 siècles de domination du monde par l'Occident? On va en débattre avec nos deux invités. Claude Blanche-Maison, ce retour des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine, est-ce que ça vous a surpris? Écoutez, pas tellement, parce que d'abord c'est un succès diplomatique pour la Chine, qui est devenue un acteur global sur la scène internationale, et parce qu'ensuite les relations internationales ont changé de nature, et la guerre d'Ukraine le marque encore plus, mais c'était déjà en cours auparavant. C'est-à-dire que les alliances classiques, rigides, les camps fermés, je crois que c'est un peu du passé, et que maintenant il y a une certaine fluidité dans les relations internationales. C'est en tout cas la thèse d'un pays dans lequel j'ai servi, qui est l'Inde. Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde appelle ça le multi-alignement. C'est pas le non-alignement, mais c'est le multi-alignement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alliance fixe sur tous les sujets. Il y a des accords de coopération avec beaucoup de pays, et on choisit le segment de la coopération qui convient dans les rapports bilatéraux. Et effectivement, là, ce qui vient de se passer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça n'est pas une alliance militaire, c'est tout simplement le rétablissement des relations diplomatiques. C'est bien le moins qu'on puisse faire pour deux pays qui sont importants sur la scène internationale. Ils ne se parlaient plus, ils ne se voyaient plus, sauf par personnages interposés. Ils se faisaient un peu la guerre par Yémen interposé. Ils se faisaient la guerre, en effet. Donc, effectivement, c'est un retour à la normale, en quelque sorte. Mais vous avez raison, c'est le troisième point. Ça veut dire que probablement l'un et l'autre ont un intérêt diffus, comme d'ailleurs la Chine, à modifier l'équilibre de l'ordre international à long terme, à modifier les grands équilibres, à faire évoluer la gouvernance des relations internationales et du monde globalisé dans lequel nous vivons, dont les règles ont quand même grosso modo été établies par les pays développés, par les pays qui font actuellement partie du G7, mais en réalité essentiellement par les États-Unis et leurs alliés directs. Tigran Yegavian, surpris par ce rôle d'entremetteur de la Chine? Alors, il y a des ruptures et des continuités. Enfin, la rupture, c'est que oui, la Chine adopte une position plus audacieuse, alors qu'elle était habituellement en retrait sur les grands dossiers de questions internationales. Elle ne faisait pas office de médiatrice, elle faisait plutôt office de, disons, courtier, qui défendait uniquement ses relations, ses intérêts commerciaux et économiques. Donc là, il y a effectivement une certaine nouveauté, parce que la Chine a des relations transactionnelles économiques fortes, à la fois avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc c'est dans son intérêt à elle qu'il y ait une convergence de vues, voire une cogestion de plusieurs dossiers importants, stratégiques, que ce soit le Yémen. Le Yémen, il faut comprendre une chose, c'est le glacis de l'Arabie Saoudite. C'est son glacis protecteur, c'est l'équivalent du Donbass pour la Russie, de Taïwan pour la Chine. Hein. Donc le Yémen, c'est important. Effectivement, il y a une guerre par proxy entre les Iraniens et les Saoudiens sur le terrain yéménite. Et les Chinois, en fait, là où ils ont un avantage comparatif par rapport aux Occidentaux, c'est qu'ils ne s'encombrent pas de considérations morales et droits de l'homiste. Donc, même si vous avez un régime, on va dire, athée chinois, et un régime qui est le Vatican de l'islam théocratique, une sorte de théocratie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, chacun à leur façon, ça n'empêche pas de rétablir, en fait, des canaux diplomatiques importants. Il faut souligner que les Chinois n'ont pas obtenu cette victoire diplomatique tout seuls. Ils doivent beaucoup à Oman, Sultanat d'Oman, qui est un pays très discret, mais extrêmement dynamique dans la diplomatie régionale, dans la médiation entre les principaux acteurs, parce que l'Oman parle à tout le monde, avec la Syrie, avec l'Iran, avec Israël aussi. Et puis, les Émirats arabes unis aussi avaient intérêt à ce qu'il y ait une convergence de vues irano-saoudienne. Alors, il y aura un impact. Il y aura un impact sur le Yémen.
les Saoudiens en ont besoin parce qu'ils sont embourbés, mais aussi sur le Liban. Parce que le Liban est en panne de président de la République, est en vacances présidentielles. Est en faillite. Et en faillite. Et là, c'est un retour, ça marque un retour de l'Arabie Saoudite sur le dossier libanais, alors que les Saoudiens étaient en retrait depuis plusieurs années au profit de l'Iran. Est-ce que c'est, Claude Blanche-Maison, un camouflet pour Washington, qui a eu une réaction, on va dire, plutôt fraîche à cette rencontre tripartite Chine-Iran-Arabie Saoudite, alors que, on peut le dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Arabie Saoudite était le protectorat américain dans le Golfe Persique? Oui, enfin, je pense que c'est surtout un camouflet parce que les États-Unis sont en train d'organiser le monde pour tenter d'empêcher la Chine de poursuivre son cours de développement économique et de devenir la première puissance du monde. Et là-dessus, les États-Unis, effectivement, sont bien déterminés à empêcher la Chine de devenir la première puissance économique du monde. C'est d'ailleurs pas sûr qu'elle le devienne, puisqu'on voit les économistes qui tirent les conséquences de ce qui s'est passé après le Covid, et il se peut très bien que la croissance exponentielle de la Chine connaisse, dans le fond, un ralentissement, c'est le cas actuellement, d'ailleurs, à une sorte de plateau, d'autant plus qu'elle est dans une situation démographique qui est mauvaise. Oui. Donc, les États-Unis s'emploient à faire en sorte que la Chine ne devienne pas la première puissance économique du monde, ne dépasse pas les États-Unis et surtout n'accompagne pas cette montée économique qui va quand même continuer, oui, d'une croissance, d'une montée en puissance sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Alors sur le plan militaire, on en est encore loin, puisqu'on connaît maintenant les budgets militaires pour l'année prochaine. Pour les États-Unis, c'est à peu près 850 milliards de dollars, et pour la Chine, c'est environ 240 millions de dollars. Donc il y a un rapport... Milliards de dollars, pardon. Et il y a un rapport donc de 1 à 3 ou à 3,5. C'est évidemment, la Chine ne rattrapera pas de sitôt la puissance militaire américaine. Et puis les Américains sont installés dans le monde entier. C'est la seule vraie puissance globale, avec des bases militaires en Asie d'ailleurs, tout près de la Chine, et des alliés comme le Japon et comme la Corée du Sud, qui sont également tout près de la Chine. La Chine a une seule base militaire à l'extérieur du territoire, c'est Djibouti, plus les colliers de perles autour de l'Inde et dans l'océan Indien, mais qui ne sont généralement que des facilités portuaires, qui tentent à venir en effet de devenir des bases en utilisant le mythe des routes de la soie, c'est-à-dire des investissements en fait en infrastructure, notamment au Pakistan, notamment au Sri Lanka, quitte à mettre ces pays en faillite, puisqu'ils s'endettent. Tigrane Gravon. Je dirais que le pays qui est le plus touché, enfin, c'est surtout un camouflet pour l'État d'Israël. Parce qu'Israël croyait vraiment qu'il était en mesure de constituer un bloc monolithique à travers des nouvelles alliances régionales. Les pactes d'Abraham, c'était avec les Émirats arabes unis, anti-iraniens. Et là, on voit que l'Arabie saoudite, qui avait misé beaucoup sur Israël pour assurer sa sécurité contre l'Iran, parce que effectivement, on arrive à la fin d'une séquence importante qui avait commencé en 1945 avec le fameux pacte Quincy qui unit les États-Unis contre l'Arabie saoudite. Lorsque le président Roosevelt rencontrait le roi Saoud, et ils avaient convenu du deal suivant, pétrole contre sécurité, contre sanctuarisation de l'Arabie saoudite par l'armée américaine. Or, ce qu'on a constaté depuis quelques années, c'est que l'assurance vie américaine ne couvre plus l'Arabie saoudite, puisque ça n'a pas empêché les rebelles yéménites d'attaquer des cibles stratégiques dans le royaume d'Arabie saoudite. Donc c'est un camouflet pour Israël. Israël est le pays le plus mécontent de ce rapprochement diplomatique. C'est eux qui ont eu la réaction la plus fraîche, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et en aucun cas, donc, les Américains comprennent qu'on évolue dans un monde où il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus le terme d'alliance, mis à part l'OTAN, mais des partenariats. Donc les partenariats, c'est beaucoup plus, on va dire, flexible, mais c'est aussi beaucoup plus hasardeux, parce qu'on est sorti de cette logique de bloc. Donc il est un peu, on va dire, anachronique de parler d'une nouvelle guerre froide, sino-occidentale en tout cas, puisque c'est pas les mêmes paramètres, c'est pas la même grammaire. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 13h12, ce débat. Est-ce que la géopolitique du monde est en train de changer suite au rapprochement de l'Iran et de l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine? La Chine prend-elle de plus en plus de place dans la diplomatie mondiale? On continue d'en débattre dans quelques instants. Vous voulez réagir? Posez vos questions à nos invités, à vos invités d'ailleurs. Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
L'évolution du monde, la place de plus en plus importante que prend la Chine dans la diplomatie mondiale, on en parle aujourd'hui avec Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur à Moscou et à New Delhi, auteur de l'Inde entre vents et marées et Vivre avec Poutine, les deux publiés chez Temporis, et Tigran Yegravian, membre du comité de rédaction de la revue Géopolitique Conflit et enseignant à l'université internationale Schiller. Vous avez bien connu, je crois, Hubert Védrine. À la chute du mur de Berlin, Hubert Védrine avait parlé de l'hyperpuissance américaine. Il n'y avait plus qu'elle, quelque part, avec la chute du bloc soviétique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une deuxième hyperpuissance qui arrive dans la diplomatie mondiale, la Chine? Et est-ce que les Américains ont les moyens de s'y opposer? Il avait même parlé à l'époque de Hyper-Madeleine à propos de Madeleine Albright, absolument, qui était la secrétaire d'État américaine, et ça l'avait beaucoup amusé, puisqu'elle était d'origine européenne. Oui, et qu'elle parlait français parfaitement. Et qu'elle parlait bien le français. Je pense que c'est difficile de qualifier aujourd'hui la Chine d'hyperpuissance. La Chine est tout d'abord une très grande puissance régionale qui veut s'assurer la maîtrise de son précaré, d'où d'ailleurs les énormes difficultés dans la mer de Chine du Sud, que les Vietnamiens appellent la mer de l'Est, et où les Chinois ont véritablement une politique impérialiste. C'est-à-dire qu'ils colonisent les uns après les autres les archipels, les îlots, construisent des pistes aériennes, c'est-à-dire des porte-avions fixes en réalité, dans l'ensemble de cette zone où passe une grande partie du commerce international. Et il est très important pour nous tous que le commerce puisse rester libre dans cette mer qui est une sorte de Méditerranée dont les Chinois voudraient faire une mer chinoise. Donc ça, c'est le premier point, puissance régionale. Mais évidemment, d'abord, elle est membre permanente du Conseil de sécurité, puisqu'elle a hérité du siège de la Chine nationaliste, qui était vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'à partir de là, elle essaie de développer actuellement un rôle de puissance mondiale. L'accord dont vous venez de parler entre l'Iran et l'Arabie Saoudite en sont une manifestation. Mais ça reste, dans le fond, dans sa zone au sens large. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, parce que Xi Jinping va rencontrer M. Poutine probablement la semaine prochaine, et il va sans doute aller le voir en lui disant: écoute, nous sommes d'accord pour faire évoluer à long terme la gouvernance mondiale, ça peut plus durer, que tout soit décidé par les Occidentaux et notamment par les Américains, mais nous ne sommes pas d'accord avec toi sur les moyens d'y arriver. Nous ne sommes pas d'accord avec toi sur le fait d'employer la guerre et d'employer les invasions militaires sur un pays voisin pour y parvenir. C'est un mauvais moyen, et par conséquent, il faut pas continuer dans cette voie-là. Donc ça, c'est intéressant, parce que il y a un point commun, qui est commun d'ailleurs à tous les BRICS, qui est celui de changer à long terme la gouvernance mondiale, mais effectivement, il y a une divergence sur les moyens employés, parce que les BRICS sont un ensemble quand même assez hétérogène. Tigran Yegravian, sur l'avènement de la Chine, est-ce que c'est la deuxième hyperpuissance? Il faudrait, comme l'a précisé l'ambassadeur Blanche-Maison, les BRICS ne constituent pas un bloc géopolitique homogène. Vous avez dans les BRICS l'Inde et la Chine qui ont certes une interdépendance économique, mais qui ont des intérêts divergents, stratégiquement parlant. La Russie et la Chine qui n'ont pas les mêmes moyens aussi d'arriver à leur fin. Et il faut retenir un mot-clé. Les Chinois ont pour horreur le terme alliance. Ils détestent, ils parlent beaucoup d'amitié. Or, en relations internationales, l'amitié n'a aucune signification. Il n'y a pas de terme alliance chez les Chinois. Et les Chinois n'ont pas la même notion du temps que les États-Unis, que les Occidentaux, parce qu'ils s'inscrivent dans une temporalité plurimillénaire. Donc, ce que fait Xi Jinping, qui est quand même le fils d'un compagnon de route de Mao Tse-tung, qui a été tombé en disgrâce, et puis bon, après, Mao est à la fois marxiste. Beaucoup de gens sont tombés en disgrâce, notamment sous la révolution culturelle ou le grand bond en avant, donc, voilà. En passant. Donc, marxiste et nationaliste. C'est la revanche de l'humiliation chinoise au 19e siècle, quand la Chine était à genoux, qui était soumise à des traités inégaux par les Anglais lors des concessions internationales. Donc Xi Jinping, il veut que la Chine obtienne la première place du podium, en tout cas en tant que puissance économique, puisque le rattrapage chinois est abyssal. En 1982, le PIB chinois, c'était 9% du PIB américain. En 2022, c'était 73% du PIB américain. Alors certainement, le budget militaire, il est encore bien en deçà du budget militaire américain, et la Chine n'a pas les moyens de déployer, de projeter dans le monde entier. Par contre, ce qu'elle fait, c'est que via le bilatéralisme, elle institue des traités, pour le coup, inégaux, dans le sens inverse, avec les pays d'Afrique, avec l'Amérique centrale. Je crois que le Honduras hier a rompu ses relations avec Taïwan, parce qu'il y a encore 13 États qui reconnaissent Taïwan. La Chine ne supporte pas qu'on reconnaisse Taïwan, considère que c'est une affaire intérieure. Donc, via en fait un retour du balancier, via l'établissement de traités bilatéraux inégaux sur la base de lignes de crédit qui se traduisent par un endettement massif de pays vulnérables, la Chine peut
briguer en fait une place de première puissance économique, mais elle n'aura pas tous les leviers de cette puissance. Il lui manque le levier militaire, il lui manque le soft power, parce que encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de vivre en Chine, de faire leurs études en Chine. La Chine n'a pas les outils du soft power américain, elle n'a pas la technologie américaine, elle n'a pas l'innovation, même si elle a l'équivalent des GAFAM. Donc elle a encore un chemin à prendre sur ce terrain. Je crois que Claude Blanche-Maison veut réagir à vos propos. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je prendrai un exemple concret à propos du soft power chinois. Bon, bien sûr, il y a des centres Confucius partout. Oui. On en a un très joli sur la Seine, à Paris. Simplement, il n'y a pas grand monde dedans, sauf quelques personnes qui vont prendre des cours de chinois. Et puis, pour illustrer encore la chose, par exemple, dans les rapports dont on parle beaucoup aujourd'hui entre la Russie et la Chine, je me souviens d'un ou deux oligarques que je connaissais bien à l'époque où j'étais ambassadeur à Moscou. Ils me disaient tout simplement, non mais vous me voyez moi aller passer mes vacances en Chine, vous me voyez moi mettre mes enfants à l'école en Chine, non mais vous plaisantez, et nous sommes européens, et effectivement on envoie nos enfants dans les écoles européennes. Alors ça a un petit peu changé peut-être avec la guerre en Ukraine, encore que il y en a encore beaucoup en Suisse et dans d'autres pays qui ne font pas partie de la coalition. Et puis effectivement les références culturelles pour un Russe, c'est l'Europe et c'est pas la Chine. Et la Chine n'arrive pas à mordre en matière, en effet, de soft diplomatie sur ce gap. Alors elle y arrive un petit peu en Afrique, et c'est pas nouveau, c'est ancien. Moi, je me souviens à l'époque où je m'occupais à Bruxelles des relations avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En Afrique, on voyait les coopérants chinois qui étaient les fameux coopérants aux pieds nus. Alors ils vivaient comme les locaux. Ils vivaient dans des cabanes, dans la rizière, et ils apprenaient à comment on améliore la productivité des cultures du riz. Ça, ils savaient faire. Effectivement, ça plaisait aux locaux. Par ailleurs, pour les dirigeants, ils construisaient des grands trucs en béton, des grands stades, des grands palais, etc. Ça leur plaisait aussi. Donc ça, ils savaient faire. Mais c'était en Afrique, et puis cette période-là est maintenant dépassée, et ils ont d'autres concurrents qui fait que ils ont le plus grand mal en effet à se projeter, et finalement c'est par le biais économique qu'ils arrivent à circonvenir les différents États sur les différents continents et à accroître leur influence. Tigran Gravand, je vais résumer, vous me dites si je me méprise sur vos propos, Claude Blanche-Maison. La Chine, pas de soft power, contrairement aux États-Unis qui sont très forts dans ce domaine, notamment via Hollywood. En technologie, là, c'est Tigran Gravian, avantage aux États-Unis. Par contre, démographiquement et économiquement, avantage à la Chine. Déjà, la Chine, elle paye le prix de l'enfant unique, parce que là, elle est en train de perdre la population. Alors, je rappelle, c'était la politique sous Mao Tse-tung, 1979. après Mao Tse-tung, où il n'y avait qu'un enfant par famille, sinon on avait de grosses pénalités financières. On est à peu près 40 ans après. C'est 3 ans après la mort de Mao. On est à peu près 40 ans après l'enfant unique, et là, ça commence à se payer, parce que la Chine commence à perdre la population. Elle commence aussi à perdre de l'attractivité du fait de son industrialisation. C'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, la Chine. Donc c'est quand même le pays qui pollue le plus. Et ça a aussi des conséquences sur l'écosystème, sur l'environnement, qui rend la Chine aussi moins attractive. Et on voit bien aussi la gestion calamiteuse de la politique du zéro Covid. Donc tout cela ne joue pas en faveur du soft power chinois. Comme l'ambassadeur l'a rappelé, on n'a pas envie d'envoyer nos enfants étudier en Chine. On ne consomme pas de films chinois, on ne s'habille pas avec les marques chinoises. Les Chinois ont essayé de développer une politique ambitieuse de masques gratuits, de vaccins gratuits. Ça marche peut-être pour les pays du Sud, pour l'Afrique, mais effectivement, la Chine n'a pas les atouts que ont encore les États-Unis. Donc, économiquement parlant, on est dans une forme d'interdépendance avec les États-Unis, parce que la Chine, quand même, est le principal créancier aux États-Unis. Elle détient encore des parts importantes du bon Trésor américain, oui, mais elle commence à s'en défaire. La Chine aussi, il faut le rappeler, est un pays très endetté. Elle est très endettée, elle a une dette publique importante, une dette privée importante, et ça constitue une forme de vulnérabilité. Mais certains disent que c'était Jean-Pierre Raffarin qui l'avait dit il y a quelques années, que la Chine est le banquier du monde. C'est vrai ou c'est pas vrai, Claude Blanche-Maison ? Sur le plan des bons du Trésor américain, bien sûr, encore qu'elle ait un peu réduit le volume, parce que effectivement, elle est amenée, comme tous ces pays, à avoir un comportement plus prudent par rapport à ça. Mais oui, elle est d'une certaine manière le banquier. Vous posiez la question en termes démographiques. En termes de démographie, je dirais avantage à l'Inde.
l'Inde. Oui. Parce que, alors l'Inde est très loin de la Chine sur le plan économique, bien sûr. Sur le plan démographique, quantitativement, c'est à peu près la même chose. Mais si on regarde la pyramide des âges, il y a un formidable dividende démographique en faveur de l'Inde. Parce que la population est beaucoup plus jeune, bien entendu. Et donc, ça, c'est un facteur de dynamisme. C'est aussi un fardeau parce que chaque année, il faut trouver un job à une quinzaine de millions de gens qui arrivent sur le marché. Mais oui, mais comme 80% de l'économie reste informelle, dans le fond, c'est peut-être faisable. En tout cas, et par ailleurs, effectivement, compte tenu des difficultés politiques que suscite la Chine, également des difficultés que certaines entreprises ont éprouvées sur le marché chinois, eh bien, il y a des investisseurs qui se replient sur le second sujet. Le second sujet, c'est l'Inde, qui se replie aussi sur d'autres plus petits pays d'Asie, qui sont très dynamiques et qui sont extrêmement performants, comme le Vietnam, comme l'Indonésie, enfin un certain nombre de la pays, Thaïlande, etc. Des pays d'Asie du Sud-Est, absolument. Je vois le grand défi qui se pose à la Chine, parce que depuis 2012, Xi Jinping est au pouvoir et il a réussi ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait, c'est concentrer le maximum de pouvoir autour de sa personne. Et notamment, il a réussi à faire un changement constitutionnel pour à obtenir des mandats illimités. Je crois qu'à la base, c'était 2 mandats. Là, on est passé à des mandats à vie. Donc ça pose un vrai problème, parce que même si c'est vrai que les droits de l'homme, c'est plus la préoccupation majeure des Américains, des Chinois, etc., mais le fait qu'on ait un génocide blanc au Tibet, dans le Turkestan chinois, où il y a les Ouïghours, tout cela constitue un vrai problème, parce que la population chinoise est de plus en plus victime de l'orwellisation, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le crédit social, où il y a une vraie pression, une vraie contrôle sur les citoyens, et ça constitue une vulnérabilité pour la politique extérieure de la Chine, parce qu'on ne peut pas se constituer comme première puissance mondiale et être un régime totalitaire. 13h28 sur Sud Radio, on va parler des poids des BRICS au niveau démographique. On a commencé à en parler, économique et surtout en matières premières. Les matières premières qui sont vitales pour les économies du monde entier. Vous connaissez le numéro pour poser vos questions à nos invités, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Radio Berkov dans tous ses états. Et on parle de l'évolution du monde en compagnie de Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur à Moscou et New Delhi, auteur de l'Inde contre vents et marées et de Vivre avec Poutine, les 2 publiés chez Temporis, et Tigran Yigravian, membre du comité de rédaction de la revue Géopolitique Conflit et enseignant à l'Université internationale Schiller. On va revenir là sur l'ensemble des BRICS, auxquels on peut rajouter de manière parcimonieuse l'Arabie Saoudite et l'Iran depuis quelques jours. Quand on regarde le poids de ces pays en termes de matières premières, rien que pour le pétrole, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie, est-ce que ça ne donne pas une puissance énorme à cet ensemble s'il se développait? Alors, vous dites qu'il y a des divergences et que c'est pas un bloc monolithe, quand on voit notamment leur poids sur les matières premières. Alors, si on prend en plus l'alimentaire, la Russie est un grand producteur de produits alimentaires, le Brésil, n'en parlons pas. Est-ce que ce serait pas vraiment un géant mondial? Oui, c'est un géant mondial, mais encore une fois, qui a vu sa naissance apparaître dans un phénomène médiatique, c'est d'ailleurs intéressant, caractéristique probablement de notre époque, puisque c'est en 2001, je crois qu'une note d'un banquier avait utilisé ce sigle pour la première fois, en disant c'est là qu'il faut investir parce que c'est là que ça va se passer. Mais effectivement, à l'époque, ça paraissait tout à fait farfelu, puisque ces pays n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Quel rapport entre le Brésil et l'Inde? Le Brésil fonctionne comme une démocratie imparfaite, mais une démocratie quand même, alors que la Chine était un pays totalement verrouillé, totalement communiste. Mais effectivement, comme vous le dites, sur le plan des matières premières, certains d'entre eux ont de grosses ressources en matières premières, évidemment. D'autres ont de gros besoins en matières premières. Et c'est ce qui tout avait fait dire à Lula, déjà, à Lula ancien mandat, il y a une complémentarité. Il faut développer les rapports sud-sud, donc à l'intérieur des BRICS, puisqu'en effet, la Chine et l'Inde ont de très gros besoins en matières premières et par conséquent, il y a des complémentarités. Mais bien sûr, pour le pétrole, le marché il est mondial, il y a une fluidité mondiale et ces 2 pays sont d'importants importateurs de pétrole. Actuellement, ils bénéficient des prix cassés de la Russie, puisque ils n'appliquent pas évidemment de sanctions. D'ailleurs, pour eux, les sanctions, ça n'existe pas. Ça n'est pas un moyen normal de politique étrangère. On n'applique pas les sanctions. Donc, ils bénéficient du fait qu'ils n'appliquent pas les sanctions. Même si ils désapprouvent la guerre. Ils désapprouvent la guerre en Ukraine, mais ne condamnent pas la Russie. Pour garder, en effet, une position, à leurs yeux, équilibrée. Et puis parce que ce sont les héritiers des non-alignés, tout simplement.
Oui, alors effectivement, mais on n'est plus dans la même conjoncture de la guerre froide, parce que le monde n'est plus unipolaire. Il a été unipolaire après entre 1991 et 2001, avec la victoire des États-Unis sur le bloc communiste jusqu'au 11 septembre. Maintenant, il est apolaire, ce monde. Il n'est pas tout à fait multipolaire parce qu'on cherche un nouvel équilibre dans le système international. Et je crois que les BRICS, leur puissance, c'est la faiblesse de l'Occident. La faiblesse de l'Occident, déjà, parce que l'Occident n'a plus de narratif audible auprès de ces anciens précarés africains, notamment. Comment expliquer le fait que la France, par exemple, condamne les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et soutient des régimes autoritaires au Gabon et au Tchad? Ça, c'est un truc que les Africains n'aiment pas. Ces deux poids, deux mesures, ça les rend pas très audibles, les Français. On l'a vu lors du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique il y a quelques jours. Absolument. Alors, les Chinois, ils arrivent, ils disent, nous, on allonge nos lignes de crédit, on vous construit des aéroports, des routes, on veut des points d'appui pour notre stratégie commerciale de collier de perles, c'est-à-dire des points d'appui maritimes, mais on ne s'encombre pas d'ingérence dans les affaires intérieures de vos pays. Donc c'est la diplomatie du chéquier, mais après il y a le piège de la dette. Ça c'est aussi un problème. Et les Russes, eux, ce qu'ils proposent, c'est des kalachnikovs pour être un petit peu, on va dire, coiffés du commerce, c'est-à-dire sécurisation des régimes en place avec en contrepartie participation aux ressources naturelles, mais ce n'est pas de l'ingérence à l'occidental, parce que leur narratif se base justement sur l'absence de passif colonial. La Chine est une puissance impériale dans son étranger proche, dans son environnement régional. Elle veut constituer un glacis parce qu'elle a été traumatisée par les humiliations du 19e siècle. Les guerres de l'opium. Elle veut un bloc homogène dans son environnement. La Russie, c'est à peu près la même chose. C'est reconstituer le glacis qu'elle a perdu après 91, qui est considéré par Poutine et par l'ensemble du pouvoir russe comme la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. C'est-à-dire perdre sans combattre. Perdre la guerre froide sans combattre. Claude Blanche-Maison, vous voulez réagir? Ce qui veut dire que l'enceinte pertinente pour éviter la guerre, on parle quelquefois de la Troisième Guerre mondiale, etc., oui. L'enceinte pertinente, c'est le G20. Parce qu'au G20, on a à la fois le G7 et les pays dont on vient de parler, et tous les pays des BRICS, qui d'ailleurs se concertent avant le G20 pour y adopter des attitudes qui soient cohérentes et avoir au moins un plus petit dénominateur commun. Et d'ailleurs, ils ont repris l'idée initiale du G7, parce que lorsqu'on a créé le G7, l'idée c'était de mettre ensemble les économies du monde les plus puissantes. Or, lorsque la Chine est devenue très puissante, on ne lui a pas proposé de venir au G7. Non. Et puis, lorsque la Russie... Alors qu'on a accepté la Russie dans le G8, voilà, qui était moins puissante que la Chine. Mais dès que la Russie est sortie des clous en annexant du territoire, par exemple la Crimée, on l'a viré du G8, qui est redevenu G7. Donc le G7, maintenant, c'est le core groupe des pays occidentaux, c'est-à-dire le fan group des Américains. C'est utile, d'ailleurs, c'est utile de se coordonner entre pays occidentaux puissants sur le plan économique et politique. Mais effectivement, ensuite, le vrai sujet pour débattre des affaires du monde, c'est le G20. Et le G20, évidemment, il change de présidence, c'est comme le G7, ça tourne chaque année. Et cette année, c'est précisément l'Inde qui a la présidence. Et donc, il y a plein de groupes ministériels qui se réunissent tous les mois. Et il y aura, à la fin du mois d'octobre, un sommet qui se tiendra à Delhi. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ça sera peut-être une heure de vérité. Notamment pour ce qui risquerait de nous entraîner vers une guerre mondiale, elle est déjà un petit peu mondialisée, qui est le conflit en Ukraine. Oui, mais justement, les pays du Sud considèrent que ce conflit est une guerre d'occidentaux. On voit que la Russie est tombée dans un piège tendu par les Américains. C'est comme ça que c'est perçu en Afrique notamment. Et c'est pour ça l'abstention des Africains, l'abstention des Indiens, du Brésil face à l'invasion russe de l'Ukraine, ça traduit cette gêne que ça ne les concerne pas. Parce qu'il y a une dépendance accrue vis-à-vis bien sûr des céréales. L'Afrique est extrêmement impactée par cette guerre en termes d'approvisionnement en céréales. Personne n'a à gagner, donc on s'oriente vers je ne dis pas un nouveau Yalta, mais en tout cas un nouvel équilibre sur la base d'intérêts beaucoup plus commerciaux, beaucoup plus pragmatiques et pas d'alliance géopolitique pérenne sur le modèle de l'OTAN. Mais pour revenir sur les aspects géoéconomiques, les matières premières, etc., est-ce que ça risque pas de jouer si ces pays décidaient par exemple d'échanger non plus en dollars sur les matières premières, mais dans d'autres monnaies, le yuan par exemple, ou une autre monnaie, est-ce que ça ne pourrait pas créer un conflit avec les Américains pour qui le dollar, comme ils disent, c'est notre monnaie, c'est votre problème? Ils essaient depuis un certain temps, mais avec des succès très très limités. Parce que il faut bien voir que le commerce international étant ce qu'il est, les traders jouent un très grand rôle.
ce ne sont pas les États qui vendent à d'autres États. Les traders sont au milieu du jeu et leur terrain de jeu, c'est le monde entier. Et eux ont intérêt, encore aujourd'hui, à faire le trading en dollars. Donc tant que ça sera la situation, eh bien les échanges en yuan ou en rouble ou en autre chose resteront marginaux. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'échanges bilatéraux où les États jouent un rôle clé. Mais ça sera tout à fait marginal par rapport aux échanges internationaux. Mais vous avez raison, avec le temps, cette tendance va se développer. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. C'est une multipolarisation des monnaies, mais qui ne va pas remettre en question pour l'instant l'hégémonie du dollar, étant donné que même si les Russes maintenant se font payer en roubles, leur pétrole, ils le vendent à prix cassé. Oui. Donc là, ils n'ont pas les moyens de reconstituer leurs arsenaux. En tout cas, ils ont des capacités relativement limitées. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne, c'est pas le PIB de la Chine. Donc la Russie ne va pas prendre une position dominante. Et les Chinois, pareil, avec le Airbnb, ils ne sont pas en mesure aussi de concurrencer le dollar parce qu'il n'y a pas cette confiance, en tout cas, des traders sur le... Donc la fin du rôle du dollar, c'est pas pour tout de suite, de monnaie mondiale. Exactement. C'est pas pour tout de suite. Parce que pour les Américains, c'est quand même un aspect essentiel de leur politique, non? Bien sûr, et puis c'est ce qui leur permet d'avoir des budgets avec un déséquilibre abyssal. Et bien entendu, mais je pense que ça va évoluer très lentement et que la fin de l'hégémonie du dollar n'est pas pour demain. Sud Radio, je vais y arriver. Berkov dans tous ses états, 13h41. On continue notre débat dans quelques instants sur l'avenir du monde en compagnie de Claude Blanche-Maison et de Tigran Yegravian. Vous voulez poser vos questions, on les attend au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h45 et vous avez la parole au 0826 300 300. Mais je crois qu'avant de vous accueillir, Philippe David voulait poser une question à nos invités. Oui, puisque lundi on avait parlé de la place de la France dans la zone Indo-Pacifique en compagnie de Philippe Folliot pour son livre France sur mer, le grand gâchis. Quelle est la place de la France dans cette zone qui est une zone cruciale aujourd'hui dans la géopolitique mondiale? Claude Blanche-Maison. Oui, c'est vrai que c'est devenu crucial, ne serait-ce que par l'importance économique, compris tous les pays d'Asie et du Pacifique. Mais la France est peut-être la puissance parmi les pays européens qui est la plus indo-pacifique, pour la bonne raison qu'on a des territoires tout au long. Effectivement, à la fois dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Et par conséquent, on a des intérêts majeurs dans cette région. Nos départements territoires d'outre-mer qui sont dans cette région ont d'ailleurs des relations de coopération avec les pays de leur environnement, quand c'est possible. Les relations entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont bonnes. Il y a eu un moment où elles n'étaient pas bonnes, au moment où le Rainbow Warrior et les essais nucléaires. Mais les essais nucléaires, c'est fini depuis longtemps. Et donc maintenant, il y a de bonnes relations de coopération. Mais effectivement, la marine française n'est peut-être pas dimensionnée pour faire face à toutes ces obligations sur l'ensemble de cette zone, puisque ça va du Pacifique Sud jusqu'à Toulon, au bout du compte. Ce qui fait très loin. Et ce qui fait quand même beaucoup. Donc il y a effectivement un problème, et effectivement, on partage nos conceptions indo-pacifiques avec un certain nombre de pays, notamment l'Inde, mais aussi les pays d'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie et d'autres pays. Mais on n'a probablement pas exactement la même conception de l'Indo-Pacifique que celle des États-Unis d'Amérique, pour qui c'est essentiellement une ceinture de containment de la Chine. Tigran Yegravian sur l'Indo-Pacifique pour la France. Il y a un décalage abyssal entre le discours et les faits, parce qu'effectivement, ça devrait faire partie de notre doctrine de défense stratégique. C'est ce que disait Philippe Folliot, le sénateur. Parce que nous avons le deuxième domaine maritime au monde. Il faut le premier même maintenant. Polynésie. Après les Américains, c'est pas le premier. On est devant a priori, d'après son livre. Alors il y a une menace systémique, c'est la Chine, parce que la Chine soutient les indépendantistes kanaks en Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de nickel en Nouvelle-Calédonie. La Chine est très présente en Polynésie, et nous n'avons pas les moyens de notre puissance parce que nous n'avons pas déployé suffisamment d'outils militaires sur le terrain. Donc la grande menace, c'est que ça devienne des colonies économiques chinoises si rien n'est fait pour proposer un modèle de développement durable et d'intégration renforcée avec la métropole. On part au 0826 300 300. Lucien. Allons au 0826 300 300.
0300. Vous continuez de nous appeler. On accueille Sophie d'Asnières-sur-Seine. Bonjour Sophie. Bonjour Oui, Sophie. Bonjour, merci pour vos émissions passionnantes. Je voulais juste Merci. poser une petite question à votre invité. Je ne comprends pas très bien, je ne suis pas très douée en économie, mais je ne comprends pas très bien la relation entre le PIB espagnol et le PIB russe, dans la mesure où ce sont quand même deux pays qui n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes richesses. Et est-ce que vous pouvez juste me donner une petite explication supplémentaire? Ça me plairait beaucoup. Alors comme c'est Tigran Yegravian qui en a parlé, c'est lui qui va vous répondre. Oui, alors, bonjour madame. Effectivement, non, Merci, on a un gros décalage entre ces deux économies réelles, mais il faut savoir que la Russie est un pays rentier. Alors un pays rentier, c'est un pays qui exporte énormément de pétrole, de gaz, de minerais, qui est leader aussi dans les diamants, mais qui est super tributaire, qui est extrêmement tributaire au fil de la variation aussi des cours. Donc la Russie a une vulnérabilité en tant que pays rentier qui produit, somme toute, moins de richesses ou autant de richesses que des pays de taille moyenne ou importante de l'Europe, comme l'Espagne ou l'Italie. Donc c'est un peu le grand paradoxe de la Russie, qui est un géant pétrolier, gazier, mais qui est en somme un grand pays rentier. Et les pays rentiers, ils souffrent de ce qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est un syndrome quand il vous est plus intéressant en fait d'importer que de produire vous-même les richesses les produits que vous n'avez pas. Et le risque, c'est de tomber en faillite, comme le Venezuela par exemple. Et la richesse moyenne par habitant est comparative, alors est comparable. Ah non, parce que c'est le PIB global de la Russie qui équivaut au PIB global de l'Espagne, mais vous divisez par 40 millions d'habitants en Espagne, 39 millions je crois, et par 140 millions en Russie. Donc en richesse par habitant, c'est beaucoup plus bas, c'est 3 fois et demi plus bas. Exactement. Bon, très bien. Et vous voyez, mes lacunes sont immenses. Merci beaucoup, bonne Sophie. journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie, n'hésitez pas à nous rappeler. Et on accueille Mohamed de Perpignan. Bonjour Mohamed. Bonjour à Bonjour, vous, Mohamed. bonjour aux auditeurs, à vos invités. J'ai une question à poser. Voilà, en Afrique, est-ce qu'on ne se comporte pas encore comme c'était nos anciennes colonies et qu'on a un petit peu cette façon de faire, qu'on a l'impression d'être au-dessus du lot au lieu d'avoir une vraie coopération avant de se faire peut-être un peu manger par la Chine, la Turquie, la Russie. Je vois ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso. On n'est pas du tout les bienvenus. Quand même, je crois que c'est Ramayad qui a dit l'Afrique à papa c'est fini. Est-ce qu'on a les vrais diplomates pour un petit peu discuter avec ces pays et les laisser gagner leur propre démocratie et commercer avec eux au niveau technologique, industrielle et autres? Je crois que notre erreur, c'est un petit peu de vouloir encore les dominer, alors que c'est une jeunesse toute fraîche qui arrive, qui est éduquée, qui sait ce qu'elle fait. Claude Blanche-Maison, merci beaucoup Mohamed de Perpignan. Et est-ce qu'il y a encore une politique africaine de la France? Moi, je partage les opinions émises par votre auditeur. Je crois qu'il faut faire encore des progrès pour rendre la coopération beaucoup plus égalitaire. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de fait. Il y a eu la conférence de Labo. On a dit il faut établir un nouveau mode de coopération. La France-Afrique, c'est fini. Et puis, c'était pas vraiment fini. Ça a continué parce que un certain nombre d'acteurs, notamment économiques, finalement, continuaient les pratiques d'avant. Je crois qu'en ce moment, c'est en train d'évoluer à très grande vitesse. Je voudrais aussi insister sur le fait que depuis pas mal d'années, on a transféré une partie de la coopération avec les pays d'Afrique au niveau de l'Union européenne, et que par conséquent là les effets néocoloniaux disparaissent, parce que l'Union européenne évidemment comporte des pays comme le Danemark, comme l'Estonie ou la Finlande qui n'ont aucun passé colonial et qui font très attention justement à ce que les projets qui sont conçus à Bruxelles soient des projets qui soient vraiment élaborés et gérés de façon bilatérale avec les pays dans lesquels ces projets sont développés. Donc ça, je crois que c'est la voie. Et puis en effet, il faut qu'on fasse extrêmement attention à la volonté de ces pays qui n'est pas toujours extrêmement bien reflétée par les dirigeants de ces pays. Parce que les dirigeants de ces pays, parfois, trouvent commode de trouver des arrangements avec le gouvernement français du moment, sans tenir compte nécessairement des besoins de leur population.
Tigran Irigavian. Je pense qu'on est très loin de la période de Jacques Foccart, le secrétariat aux affaires africaines et malgaches de l'époque élyséenne. C'est fini l'époque où, avec quelques centaines d'hommes, on arrivait à changer le cours d'un régime. Donc la France n'a plus de précaré. Elle a encore des positions confortables au Tchad, le au Gabon. africain, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que vous avez la concurrence indienne aussi. L'Inde importe beaucoup exporte de médicaments, notamment. Vous avez les Turcs. Les Turcs ont ouvert des ambassades et des lignes aériennes Turkish Airlines dans pratiquement tous les États, même la Somalie, et même une liaison aérienne Istanbul-Mogadiscio. Et vous avez la Chine. Donc la Turquie, c'est le BTP aussi. Elle est très forte dans le BTP. Donc nous avons quand même une position à maintenir au niveau commercial, parce que c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de commerce franco-africain. Et là où Emmanuel Macron innove, c'est qu'il sort du précaré pour s'intéresser aux pays anglophones. Je crois qu'il a passé 6 mois de sa vie au Nigeria, quand il était stagiaire à l'ENA. Il a une connaissance de l'Afrique anglophone. Le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants. C'est le premier producteur et le plus grand producteur pétrolier d'Afrique. Oui. Donc là où il y a intérêt à se réinventer, c'est de sortir de la logique du précaré post-colonial et intégrer le multilatéralisme dans notre façon d'entrevoir les échanges, et bien sûr renforcer la société civile africaine, la jeunesse africaine qui est demandeuse aussi de France, mais autrement. Voilà. Merci beaucoup Mohamed de Perpignan. Il nous reste 1 minute 30 et je voudrais vous poser une question qui était la question de base du débat. Est-ce qu'on est en train d'assister aux prémices de la fin de 5 siècles de domination du monde par l'Occident, Claude Blanche-Maison? Non, je crois pas. Je crois qu'on est passé depuis plusieurs années, sans véritablement s'en apercevoir, d'un monde en effet plus ou moins bipolaire. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains ont voulu faire croire qu'il était unipolaire, mais il ne l'était pas. Non. Et on a en effet un monde qui va vers quelque chose de multipolaire, même si en effet on a parfois du mal à identifier tous les pôles, parce qu'il y en a beaucoup. Et l'expression est en effet venue d'un monde apolaire. Mais je crois quand même qu'il y a quelques pôles qui émergent, comme ceux qu'on a évoqués, bien sûr les BRICS, l'ensemble des pays qui participent au G20, et que il faut en tenir compte. Et probablement que la bonne méthode est en effet de sortir des alliances bétonnées dans lesquelles on s'interdit de parler avec les autres, avec ceux qui n'en sont pas, et puis surtout ne pas voir le monde comme coupé en deux, le camp du bien et le camp du mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En 30 secondes, parfaitement d'accord avec monsieur l'ambassadeur. L'Occident doit se réinventer. Certes, il a perdu démographiquement, c'est une évidence. Démographiquement, on pèse plus grand-chose, mais économiquement, on pèse encore. Donc, intégrer ça, ça veut dire aussi avoir un discours audible vis-à-vis des pays du Sud, et trouver un juste milieu entre la mémoire et la repentance. Voilà, il faut un équilibre, parce qu'on a fait trop de repentance, pas assez de mémoire, et réciproquement. Et aussi se rendre plus attractif, c'est aussi être cohérent entre nous-mêmes. Parce que le couple franco-allemand ne marche pas. Donc si déjà on n'arrive pas à s'entendre avec nos principaux partenaires, on est très mal placé pour donner des leçons avec les autres pays. Merci beaucoup à tous les deux. Tigran Irigavian, membre du comité de rédaction de la revue Géopolitique Conflit, enseignant à l'Université internationale Schiller. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur à Moscou et New Delhi, auteur de L'Inde contre vents et marées et Vivre avec Poutine, publié chez Temporis. Merci à vous.